Bienvenue à cette exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge dans React.js. C'est un nom qu'on voit partout dans le dev web. Absolument. Notre but? Décortiquer un guide assez complet pour vraiment saisir pourquoi c'est si populaire et à quoi ça sert vraiment. C'est ça. Essayez de voir clair. On entend parler de React tout le temps, mais qu'est-ce qui fait sa spécificité, son impact? Allons voir ça de plus près. Bonne idée. Alors pour commencer, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose, React.js, c'est quoi au juste? Alors, React.js, fondamentalement, c'est une bibliothèque JavaScript. Elle vient de chez Facebook et son job principal, c'est de construire des interfaces utilisateurs, les UI. D'accord, une bibliothèque pour l'interface? Exactement. Et sa grande idée, c'est de pouvoir découper cette interface en petits morceaux autonomes. On appelle ça des composants. Composants réutilisables, j'imagine. C'est tout l'intérêt. Des blocs que tu peux réutiliser. C'est super pratique pour les applications modernes, celles où le contenu change sans avoir à recharger toute la page. Les fameuses SPA, Single Page Applications. Ok, cette notion de composant, ça revient souvent, concrètement. Qu'est-ce que ça change d'après le guide? Ça change pas mal l'approche. Chaque composant a sa propre logique, son propre rendu. C'est un peu comme des briques de Lego, quoi. Des briques? Oui, des briques standardisées. Tu peux les assembler comme tu veux, les réutiliser ailleurs dans ton appli ou même dans une autre appli. Ça simplifie énormément le développement initial et surtout la maintenance après. Le guide parle aussi beaucoup du DOM virtuel. Ça a l'air un peu technique, ça. C'est important? Ah oui, ça c'est crucial pour la performance. En gros, modifier directement ce qu'on voit dans le navigateur, le DOM réel, ça prend du temps, c'est lourd pour le navigateur. D'accord. React, lui, il est malin. Il travaille sur une copie virtuelle, en mémoire. Quand quelque chose change, il compare l'ancienne version virtuelle et la nouvelle, calcule la différence et hop, il applique juste le minimum de changements nécessaires au vrai DOM. Ah, d'accord! Donc beaucoup moins de travail pour le navigateur. Exactement. Et c'est ça qui donne cette impression de fluidité, de rapidité des interfaces React. C'est assez ingénieux comme système. Mais bon, une interface qui réagit vite, c'est bien, mais faut aussi gérer les données qui bougent, non? Le guide mentionne Flux et Redux. Implémente un peu ces idées. L'objectif, c'est d'avoir un flux de données unique, prévisible. Ça va toujours dans le même sens. Unidirectionnel, c'est ça, hein? C'est ça. Ça rend le suivi des données beaucoup plus simple, surtout pour débugger ou gérer l'état global sur de gros projets. Et en dehors de ça, le guide parle aussi d'une bonne abstraction et de flexibilité. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que React, il se concentre vraiment sur la partie vue, l'interface. Il ne t'impose pas toute une structure rigide pour le reste de ton application, comme certains gros frameworks qui font tout genre MVC ou MVM. Ah, d'accord. Il est moins directif. Oui, il laisse beaucoup de liberté aux développeurs. Ils peuvent choisir leurs outils, organiser leurs projets. C'est plus souple. D'ailleurs, le guide note que la courbe d'apprentissage est souvent vue comme plus douce que pour d'autres mastodontes. Et il y a d'autres avantages qui ressortent. Oui, plusieurs. La flexibilité pour faire évoluer les projets, on l'a dit. La possibilité de créer des expériences utilisateurs vraiment riches, interactives. Le fait que ce soit plus facile à tester aussi, c'est un gros plus pour la productivité. Et même pour le SEO? Oui, étonnamment. Parce que React peut faire du rendu côté serveur. Donc les moteurs de recherche peuvent lire le contenu plus facilement. Et puis, il ne faut pas oublier l'énorme communauté derrière. C'est open source, donc beaucoup de support, de bibliothèques, d'échanges. Alors, pour résumer un peu, dans quel cas c'est vraiment le bon choix d'utiliser React, d'après ce guide? Est-ce qu'il y a des extensions importantes aussi? Clairement, le guide le recommande pour les applications web dynamiques, les fameuses SPA. Celles qui ont besoin de mises à jour fréquentes sans recharger la page. Aussi, pour les grosses plateformes, les interfaces complexes, le e-commerce, Et même l'IoT, l'Internet des objets, c'est mentionné. oui. Et une extension majeure, c'est React Native. Ça permet d'utiliser les mêmes principes React, mais pour faire des applications mobiles natives pour iOS et Android. Pas juste une page web dans une appli, de vraies applis natives. Intéressant pour le mobile. Et à l'inverse, des cas où ce serait peut-être un peu trop, où ce n'est pas pertinent. Oui, bien sûr. Pour un site vitrine simple, avec juste quelques pages statiques ou une petite application qui fait juste du crude basique, tu sais, créer, lire, mettre à jour, supprimer des données, la React, c'est peut-être sortir l'artillerie lourde pour rien. Il y a plus simple. Logique. Et pour illustrer sa puissance, le guide cite quelques grands noms. Oui, et pas des moindres. On parle de Netflix, Airbnb, Uber, Meta, Facebook, Instagram. Ils utilisent tous React à grande échelle.
Ça montre bien que c'est solide, que ça tient la charge pour des applications énormes et complexes. Impressionnant. Donc, si on devait retenir l'essentiel de cette discussion, React.js, c'est cette bibliothèque JavaScript très orientée UI, basée sur des composants qu'on peut réutiliser, C'est ça, avec un gros avantage performance grâce au DOM virtuel. exactement. Peut-être une petite réflexion pour finir, le fait que React se concentre autant sur la vue, l'interface, sans imposer de structure back-end forte, ça pose une question intéressante, non? Laquelle? Comment est-ce que ça impacte la collaboration entre les équipes front-end et back-end? Comment ça redessine un peu les frontières entre ces deux mondes dans les architectures web modernes? C'est une conséquence intéressante de sa philosophie très ciblée.